Je me présente. Je m'appelle Katia Pogé. Je suis à la fois une nouvelle habitante sur le pays de Dinan et la nouvelle coordinatrice de l'association ESS Espérance. Espérance, c'est le pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Rance. Vous connaissez? Voilà, à peu près ce que je disais maintes fois lors de mes escapades à vélo du 9 au 18 juillet. 9 jours en itinérant chez l'habitant, histoire de me faire une idée de ce territoire, de mieux comprendre les dynamiques qui existent déjà, et puis de rencontrer toutes ces personnes que l'on m'a conseillées ou qui ont croisé ma route. Allez, je vous emmène, accrochez-vous, j'ai rendez-vous avec vous. Jour 2, passage obligé par Plessis-Balisson. Alors oui, c'est pas sur le territoire de Dinan agglomération sur lequel je travaille. Plessis-Balisson fait partie de la commune nouvelle de Bossé-sur-Mer avec les communes déléguées de Ploubalay et Trégon. Le tout est sur la Comcom de la Côte d'Émeraude. Alors oui, passage obligé car je voulais comprendre toute la démarche de l'équipe municipale qui œuvre depuis des années pour construire un autre projet de société. Me voici donc devant les ateliers d'artistes avec Philippe Guédon, le maire délégué de Plessis-Balisson, et Thibaut Rabillet, artiste et adjoint à la culture. Écoutez, l'enregistrement démarre assez sec, on est en train de parler du bâtiment des ateliers d'artistes. Puis on refait le fil de l'histoire, et bout à bout, on découvre et on comprend tout le projet qui est encore en cours. Les étapes obligées, son inscription dans le temps, les difficultés, les opportunités. C'est un projet global, social, économique, écologique, culturel, où on parle habitants, artistes, maraîchage, boulangerie, épicerie, écoquartier, une école, micro-crèche, un habitat inclusif pour personnes âgées et même un restaurant et des liaisons douces. J'aurais pu y rester la journée tellement il y avait à dire, à comprendre et à apprendre. Installez-vous confortablement car c'est assez long, mais ça vaut l'écoute. Prêt? C'est parti. Avec des matériaux locaux. C'était un peu innovant parce qu'on faisait un bâtiment public avec une isolation en bottes de paille. Donc il fallait convaincre. On n'avait pas... C'était quand ça? Le bâtiment il a été inauguré en 2014. J'allais dire 5 ans, moi, mais 6 ans. Est-ce que par rapport à la naissance de l'idée? Ah, ça a mis 3 ans à sortir. 3 ans? Ah ouais. En 2012, quoi. L'idée en 2012, ouais. L'idée en 2012. Alors, on s'est confronté à plein de problèmes administratifs, les marchés publics, parce qu'on ne peut pas favoriser les entreprises locales. On s'est confronté aux réglementations techniques, parce que la paille n'était pas encore validée au niveau réglementation technique. Ah oui. Les architectes, il fallait qu'ils soient formés pour... ils n'avaient pas d'assurance en maîtrise d'œuvre sur ce genre d'ouvrage, donc en fait, on a galéré quand même. On a galéré, il fallait une certaine opiniâtreté pour y arriver. Malgré tout, on y est arrivé. Et puis alors, on a eu des artistes, une première fournée qui était extraordinaire, dont Thibaut. D'accord. Voilà, donc c'est super parce qu'en fait, il s'est avéré que les artistes qui sont arrivés là, au bout de quelques années, se sont dit c'est plutôt pas mal ici, on a envie d'y rester. Ouais. Il y avait quelques artistes à la base qui habitaient le village, oui. Voilà, c'est ça, et qui du coup ont participé à cette première fournée. Comment ça se passait en fait En fait, là déjà, ça a été un bâtiment qui a été porté par la Comcom, donc du coup, il y a eu des appels auprès du réseau d'artistes du grand territoire, en l'occurrence jusqu'à Rennes à peu près. Et en tout cas, de ce qui est de mon cas, j'étais à Rennes où j'ai vécu pendant 15 ans et puis un jour j'en ai eu assez, je suis parti. D'accord. Et m'installer à Corseul en fait. Okay. Et peu de temps après, il y a une ancienne collègue qui m'a dit tiens, je pense que c'est pas très loin de là où tu habites, il y a des ateliers qui se construisent. Donc c'est comme ça que moi j'ai débarqué ici. Mais sinon, les autres artistes sont venus. Déjà il y en avait dans le village, il y en avait 2 dans le village qui étaient locataires. Et puis ensuite, ça a été de Saint-Jacques-de-la-Mer, Cancale, voilà. Et ce sont des baux précaires qui ne doivent pas durer plus de 3 ans pour permettre justement à être un bâtiment tremplin
Et donc on favorisait essentiellement en fait les artistes qui étaient en voie de professionnalisation ou en tout cas qui avaient besoin de pouvoir avoir un lieu de travail à bas prix. Ouais. Donc tous les 3 ans après ça a changé, mais il y a aussi d'anciens artistes qui sont revenus, etc. Voilà. Donc il y avait aussi ce mélange là qui était favorable, quoi. Nous au niveau des artistes, quand on est arrivé sur cette première fournée justement, on a assez rapidement eu l'envie de se réunir en association pour imaginer comment à notre tour on pouvait faire en sorte de se mobiliser pour un village qui nous accueillait en fait. Ouais. Et notamment on a axé un projet associatif autour du lien avec les habitants ou avec l'architecture du village, quoi. Et donc cette association s'appelle L'association elle s'appelle La Balissade. Voilà. La Balissade. Ouais. Ok. Et elle existe du coup existe toujours, en même temps toujours, et elle est née de... Elle est née avec le bâtiment, au départ. Ouais. Alors maintenant, elle s'est élargie, l'association. Il y a des artistes qui sont arrivés, d'autres qui sont partis, etc. Et elle a un territoire d'implantation beaucoup plus large, puisque Philippe va en parler après. C'est à ce moment-là aussi que s'est construit l'idée d'une commune nouvelle, Bossey-sur-Mer. Donc du coup, l'association ensuite œuvre davantage aujourd'hui sur l'ensemble de Bossey, en fait, donc les 3 villages, quoi. Ouais, tout à fait. Avec une belle évolution, puisque finalement aujourd'hui, cette initiative a permis d'avoir un regard sur la culture un peu différent et de construire une politique culturelle qu'il n'y avait pas avant. Au niveau de la municipalité. Au niveau de Bossey-sur-Mer. Ouais. Là, on s'apprête au niveau de la commune à acquérir un vieux hangar en plein centre-bourg de Ploubalay pour en faire un lieu culturel. Oui, donc finalement, de ces quelques artistes qui habitaient dans ce petit village de Plessis-Balisson, est née une politique culturelle un peu plus ambitieuse sur un territoire un peu plus vaste, quoi. Complètement. Ouais. Avec des espaces dédiés ou temporairement, mais dédiés à de l'affichage pour de l'exposition dans les mobiliers urbains, de l'exposition, enfin des temps forts. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Vous aviez commencé ici au Plessis-Balisson avec une exposition des d'œuvres qui avaient été sélectionnées par les artistes sur les maisons du bourg de Plessis-Balisson. Donc il y avait des reproductions d'œuvres sur bâche qui étaient exposées sur un certain nombre de maisons de Plessis, et l'idée c'était de faire la ronde des artistes. Il y a eu pas mal de monde à venir comme ça, à découvrir aussi le village en même temps. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que d'un coup, finalement, les artistes, et grâce à ce bâtiment, en fait, sont devenus aussi un levier possible pour un territoire, puisqu'en fait, en accueillant de plus en plus de monde, essentiellement via une activité touristique l'été, s'est posé assez rapidement la question de savoir s'il y avait un bistrot ici où on pouvait se poser, boire un coup, ou s'il y avait d'autres offres, quoi. Donc ça a relancé Philippe aussi sur le projet en se disant tiens, mais pourquoi pas finalement en profiter aussi et se dire s'il y a une nouvelle dynamique, il va falloir qu'on l'accompagne et qu'on voit comment il est possible d'intégrer de nouveau des commerces. Alors après, on s'est réunis avec un collectif de personnes qui étaient motivées pour réfléchir sur plutôt que d'aborder thématique par thématique, on s'est dit on va réfléchir sur un projet de société à l'échelle du Plessis-Balisson. Et on a balayé toutes les thématiques qui concernent la vie en société, en passant par l'économie, l'environnement, mais aussi l'école, l'éducation. Alors dans l'économie, il y a la monnaie locale, il y a plein. En fait, on s'est ouvert, mais un truc énorme. Et à l'issue de cette réflexion, on s'est dit. Alors il y avait deux problématiques. La première, c'était la pression foncière sur notre territoire qui commençait à avoir des effets délétères sur notre vie de petite bourgade. C'était à quel moment ça déjà ? C'était il y a une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années ? Moins. Ouais, d'accord. Où on se retrouve avec de plus en plus de résidences secondaires. Je n'ai rien contre les résidences secondaires, ça nous amène aussi une certaine forme d'ouverture. Ceci dit, en fait,
Après, comment on peut faire vivre une économie locale quand on n'a pas une vie sociale? Comment on peut faire vivre une économie locale si on n'atteint pas un certain seuil de population? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en suis persuadé, j'en suis pas sûr, mais je l'ai ressenti et je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer scientifiquement, mais il faut un certain niveau de population pour faire tourner une certaine économie. Je me suis dit, c'est ça qui doit pêcher, parce il y a un effet de seuil, quoi. Il y a un effet de seuil. J'ai rencontré beaucoup de porteurs de projets qui étaient intéressés pour venir s'implanter ici, mais à un moment donné, même avec toute la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Ah oui. Et en fait, tout était imbriqué à travers. Il faut trouver le bon levier, quoi. Alors, comment ça s'est passé? On s'est dit, moi je me suis dit, à mon avis, il faut qu'on parte sur une augmentation de population, mais maîtrisée, qui rentre bien dans l'identité de ce qu'on imagine comme vie au Plessis-Balisson. Et là est né un projet, je vais le dire, mais parce que ça parle à tout le monde, d'écoquartier. Sauf qu'on ne veut pas que ce soit un écoquartier, on veut que ce soit une extension du bourg. Et on a commencé à travailler là-dessus en ayant en tête un schéma vraiment global des activités qu'il pouvait y avoir dans la commune, dans le bourg du Plessis-Balisson. Alors, on a traité cette question de l'habitat. Déjà, on a repéré un terrain. On s'est dit, voilà, il faut qu'on ait une démarche participative parce qu'il faut que les habitants acceptent le fait qu'on augmente la population. Oui. Et puis, il faut qu'on repère des futurs habitants pour qu'ils travaillent sur le projet avec nous, de manière à ce qu'ils soient conformes aussi aux attentes de ces futurs habitants, quoi. Voilà. En même temps, il fallait qu'on ait une vision sur le développement économique, c'est-à-dire qu'on anticipe le fait que l'on ait besoin d'un lieu de rencontre, de convivialité. Alors je parle d'un bar, d'un restaurant. Voilà. Un café. La boulangerie. Les légumes. On ne parle pas de boucherie encore, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Encore que si on consomme moins de viande. En tout cas, une épicerie qui peut être voilà, de ça épicerie, aussi. En tout cas, l'épicerie, on l'a évoqué, effectivement. Et la question de l'éducation. Ouais. Alors, on a mis tout dans un pot, on a tourné, et puis on a vu ce qu'il en ressortait. Ah ouais, d'accord. C'était une démarche qui était longue, en fait. Bah oui, j'imagine, c'est plus aller collective. 2-3 ans de concertation pour monter un projet, tout ça. Donc là, après, il y a la concertation, et puis il y a aussi les opportunités aussi qui s'offrent à nous, et en disant finalement là où on avait envisagé des priorités, elles ne le deviennent plus parce qu'il y a d'autres possibilités d'agir, quoi. Par exemple sur la question de l'école, après il y a eu un pas en arrière un peu refait, mais ça a été un des premiers travaux qui a été imaginé sur cet écoquartier, comment on fait en sorte qu'il y ait un établissement qui vienne aussi au cœur du projet, quoi. Alors qu'à l'origine, la priorité était aussi l'habitat. Et puis au final, on a via... en fait, c'est beaucoup plus long que ça. J'avais raison, ça la journée. Et puis en fait, via l'idée du commerce avec Philippe, on s'était dit, mais si c'était par rapport à l'émergence d'une réflexion, on s'était dit, s'il y a un commerce qui doit être porté par de multiples personnes, ce serait bien que ce soit sous forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc du coup, on est parti se former là-dessus, Philippe, à Augan. Avec Champ Commun. Voilà, et puis à Dinan avec au Créops. Et puis là, on a rencontré des jeunes qui voulaient s'installer en tant que maraîchers. Et puis finalement, c'est devenu la priorité. On s'est dit, là, on va tout faire pour installer des maraîchers au village. Donc du coup, finalement, de l'écoquartier, d'abord, on s'est dit, premier pas, on met une ferme dans le village. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un projet global, mais on avance petit à petit, au fil des rencontres aussi. Bien sûr. Ouais, après, comme tout est lié de toute façon, tout se supporte l'un l'autre. C'est vrai que les opportunités peuvent décaler les priorités. Ouais. Mais en fait, on a quand même tout mené de front. On n'a jamais rien lâché, vraiment. Non. Après, c'est les priorités
les maraîchers, Pauline et Arnaud, on a réussi à les aider à s'installer, parce que c'est eux qui se sont installés, mais sans la municipalité, ça n'aurait pas pu se faire. Ouais. Pour l'accès à la terre. Pour l'accès à la terre. Ça a duré plus d'1 an et demi, 2 ans. C'était compliqué, quoi. Et ils ont eu raison de tenir bon et de s'attacher à leur projet. C'est formidable parce qu'un jour je les rencontre, suite après la formation Créops, je les rencontre et ils m'ont sollicité et puis je leur explique le projet de société du Plessis et je leur dis voilà, moi j'ai besoin d'un maraîcher et d'un boulanger dans un premier temps. Ça tombait bien, lui il voulait être maraîcher, elle boulangère. Ah oui. Donc je lui dis c'est parfait, allez on travaille ensemble et on a travaillé pendant 2 ans. De manière à ce qu'ils se mettent on a tout fait pour faciliter la tâche. Ah oui. C'est eux qui ont acheté le terrain, je lui ai donné les contacts, nous on a contacté la famille, c'était très compliqué parce qu'en plus la personne qui était propriétaire elle était d'accord mais paf elle est arrivée en fin de vie. Famille. Du coup il a mis le holà, il est décédé. Les enfants ont repris, alors comme c'était un terrain qui avait une très très grande valeur sentimentale pour lui. Après il a fallu convaincre les enfants, c'était pas gagné. Arnaud il a même rencontré le fils Cochet en Alsace pour... il est parti là-bas. En même temps il était de là-bas lui, donc c'était plus facile. Et du coup ils ont réussi à s'installer. Ils ont réussi à s'installer. C'était quand? Juste pour... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. C'était au mois de novembre, il y a 2 ans. Ça fait un peu plus d'1 an et demi, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Et non, c'était compliqué parce que même il y avait un chemin d'accès à la parcelle, mais il fallait traverser une parcelle privée. Il y avait un accord entre propriétaires. Lui, eux, ils ne pouvaient pas s'installer si on n'empirait pas le chemin. Donc on a négocié avec la propriétaire de la parcelle traversée pour empirer le chemin en lui disant « Vous inquiétez pas, on l'achètera ». Puis elle dit oui, au dernier moment elle a dit non, puisque c'est ça. J'ai dit attendez, enfin bon, c'était un bazar pas possible. Ouais. Et puis on s'est retrouvé à acheter, c'est pas plus mal, mais à faire de la réserve foncière, à acheter un terrain constructible pour avoir accès aux maraîchers. Ah oui. C'est quand je dis, on en a même acheté 2 parce qu'il y avait une histoire avec l'écoquartier aussi. Bref, on a mis plus de 300 000 euros. Oh, d'accord. Donc il y a une vraie volonté politique. Là c'est plus que de l'engagement, oui. C'est voilà. Et puis ça s'est fait. Ouais. Et puis franchement, avec l'épisode qu'on a connu là de confinement, les gens, j'ai eu ce sentiment que c'était une bouffée d'oxygène, une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir sortir de chez soi, bien sûr masqué, mais puis d'aller juste chercher ses légumes. Et pour eux aussi. Et eux aussi, ouais. Et du coup, eux, ça tourne. Ouais. Ça tourne. J'irai peut-être les voir tout à l'heure si j'ai le temps. Par contre, ils n'ont pas commencé le pain parce que du coup, à mon avis, ils se sont mépris sur la charge de travail que ça représentait, en tout cas le démarrage de l'activité. Donc le pain est prévu un peu pour plus tard, mais l'idée c'est qu'ils fassent du pain sur place et qu'à terme, on aille acheter à la ferme le pain. Ce ne sera pas la boulangerie, le commerce. Non, c'est... Néanmoins, si à un moment donné, il y a la vente de légumes et une vente de pain, admettons qu'on imagine une nouvelle source de produits commerciaux, se posera la question d'une potentielle épicerie. Ouais. Pour le moment, on n'y est pas, mais c'est aussi en mettant les choses bout à bout que on a une offre suffisamment importante en termes de produits locaux qu'on va pouvoir penser épicerie, quoi. En fait, je me rends compte qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que c'est ce que je suis en train de me dire, c'est que finalement on voit bien les étapes et on voit bien que chaque chose est amenée par beaucoup de réflexion. Parce qu'il faut que ça émerge aussi du territoire. D'opportunités, que chaque pierre avance petit à petit. Il y a aussi régler les problématiques qui sont liées aux réalités, propriété, économie, réglementation. Et effectivement, il faut prendre le temps, quoi. Par rapport à ta réflexion, moi j'en ai parlé avec Arnaud et Pauline, à un moment donné va se poser la question de l'habitat pour eux, parce qu'ils n'ont pas de maison ici. Oui. Et on commence à cheminer et à se faire à l'idée qu'on va leur... il y a une autre problématique aussi, on en parlera, mais on va leur céder un bout de terrain constructible qu'on a acheté pour installer le fournil et la maison d'habitat, parce que le fournil, ils n'ont pas le droit
j'ai fait une réunion avec la sous-préfète à ce sujet, ils n'ont pas droit de construire un fournil sur leur terrain agricole. C'est pas considéré comme une activité agricole. Donc gros problème. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a acheté le terrain. Parce que du coup, le terrain constructible qu'on a acheté pourrait convenir à cela. D'accord. Donc, on imagine même pouvoir déclasser peut-être un bout de terrain de manière à ce qu'ils puissent y accéder plus facilement, on verra. De passer du terrain constructible en terrain agricole. Sachant qu'on l'a acheté en constructible, donc il faut le vendre. Hein. C'est pas facile. Enfin, il faut le vendre au conseil municipal, j'entends. Oui. Ce ne sera pas évident, mais s'ils font leur maison d'habitation à un fournil, à un moment donné, ils vont peut-être faire un local pour vendre. Ce sera peut-être aussi mieux de faire une épicerie. En sachant que l'opportunité, parce que moi je pense que pour eux ça a été une opportunité malgré tout, l'opportunité du confinement leur a permis eux aussi de prendre des contacts avec différents producteurs, et comme il y avait cet accès en fait en proximité d'un village et qui commençait à être identifié sur un territoire plus large où les gens sont venus assez régulièrement acheter leurs produits ici, ils ont créé un réseau, et ce qui fait qu'aujourd'hui en fait à la ferme ils ne vendent pas uniquement que leurs produits, mais ils ont commencé à vendre des confitures, du vin, etc., etc. Donc ils sont déjà dans l'émergence. Ils sont déjà dans l'émergence d'une épicerie quelque part. Il y a quelque chose qui se passe. Et même du savon. Du savon. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. Et l'école, du coup, dans tout ça? Alors l'école, donc déjà l'écoquartier, nous on est tombé dans une période, on va dire un temps administratif qui a été rallongé pour différentes raisons, notamment le Covid, mais aussi le bureau d'études qu'on avait retenu. Ça c'était un effet aussi, c'est l'effet papillon en fait. Il y a pas mal de techniciens de ce bureau d'études qui sont venus travailler sur le projet. Ce que m'a dit François, parce que je l'ai questionné plusieurs fois à ce sujet. Et ça a donné lieu à une réflexion profonde dans leur idée de ce qu'ils faisaient de leur métier. Et en fait, ils sont partis tous les uns après les autres de la boîte, quoi. Donc on a des difficultés, il nous manque juste un document, on va pouvoir lancer le marché de travaux. Mais on a eu de gros retards liés à ça. Ah oui, c'est quand même, oui, parce que alors dis donc, si le projet a bouleversé le bureau d'études, c'est quand même pas rien. Et du coup, alors, l'écoquartier c'est bien parti, ça devrait, alors déjà il faut qu'on soit propriétaire de toutes les parcelles, on a des compromis sur toutes les parcelles parce qu'il y en a 6 ou 7. D'accord. Il nous manque un compromis. Puis votre terrain qui sera réglé facilement, mais un compromis, mais qui est lié à un problème de succession. Bref, je vous passe les détails. L'accession foncière, ça a été très compliqué. Il a fallu s'impliquer fortement pour pouvoir y avoir accès. Ah oui. Et puis, une fois qu'on aura tout ça, on lance le marché, et la viabilisation pourrait commencer, on va dire, fin d'année, début d'année prochaine. Et dedans, on a un programme. Alors moi j'ai adoré cette période de rêve là où on essaie d'imaginer comment on peut vivre sur un lieu qu'on va créer de toutes pièces. Et donc on a un programme intéressant et il y a la place effectivement pour une école. Donc une école, donc on avait reçu un porteur de projet qui était, moi que je trouvais fabuleux le projet en tout cas, la personne je sais pas mais. Qui nous a bien fait rêver, qui a fait bien rêver tout le monde. C'est vrai. Et puis une école de pédagogie type Montessori. D'accord. Donc une école hors contrat forcément, dans un petit village comme ça. Oui. Puis la personne, elle a disparu quoi, en gros. Ah mince, d'accord. Ouais, ça fait aussi partie de l'histoire des projets, ça. Ça tient beaucoup à des personnes, donc ça fait partie des. Donc le collectif, après avoir un grand coup au moral, ils ont repris les choses en main et ils remontent le projet. Ah oui. Et, donc c'est pas abandonné. C'est pas abandonné, c'est pas gagné non plus parce que ce qui était intéressant, moi ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'elle arrivait en me disant j'ai des entrées dans les fondations, ça ne me semble pas difficile du tout de pouvoir capter des financements parce que là on parle de budget important. Hein. Et donc on avait à la fois
cette capacité à pouvoir, et cette volonté de pouvoir s'intégrer dans un projet de société au niveau d'un village. Ça, c'est quelque chose qui l'intéressait énormément. Une relation de l'école à la nature, mais qui soit primordiale. Au cœur Voilà. Avant toute chose. Avant toute chose, c'est l'école dans la nature. Ouais. Le bâtiment, ça devient, pas dire secondaire, mais presque. Et puis, l'aspect financement qu'elle nous a mis en disant, nous, moi, ça me paraît pas farfelu du tout, quoi. Ouais. Donc, en gros, elle nous disait, j'ai les financements derrière. Ça peut tenir la route, quoi. Ça peut tenir la route. Donc, on a institué un partenariat avec la commune. On avait des deals. Le deal, c'était, je vous mets à disposition gracieusement le terrain. Ouais. C'est 10 mètres carrés, 100 € le mètre carré, donc c'est pas rien. Par contre, on fait un bail emphytéotique. Ouais. Si l'école fonctionne très bien, on voit s'il y a un petit loyer, si c'est possible, si ça peut être valorisé auprès des fondations. Si l'école ne tient pas, bien, le bâtiment revient à la commune. Donc le marché était clair. Et je trouvais que c'était plutôt très intelligent. Nous, on fait pas ça pour avoir un bâtiment. C'est qu'on voulait avoir la main sur l'orientation du bâtiment. Si à un moment ça se passe mal parce que c'est trop sectaire, parce que voilà, on a voilà. Possibilité de contrôler un petit peu les choses. Et du coup, ça permettait à tout le monde de pouvoir ne pas s'emballer parce que c'est vrai qu'une école hors contrat, quand on commence à toucher à ce domaine-là, c'est compliqué. Il faut être crédible. J'ai réussi à vendre le projet sans aucun souci. Donc voilà, puis elle est partie, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Donc là, leur objectif, c'est de déposer la demande auprès de l'Éducation nationale pour l'ouverture d'école fin septembre. Donc, normalement, ils devraient tenir leur délai. D'accord. Une fois qu'ils auraient l'autorisation, après, ils vont travailler plus en profondeur sur les plans du bâtiment et puis chercher des financements pour proposer un accès au plus grand nombre à la scolarité. Et vous envisagez combien d'enfants 60. 60. Alors, ça a peut-être évolué un peu parce qu'au départ c'était école élémentaire. Enfin, école élémentaire. On ne parle pas d'école élémentaire, c'est par comment ils appellent ça, des classes d'âge en fait, mais c'est les 3-6 ans et les 6-9 ans. Mais là, il y aurait collège aussi. Ah oui. Il y aurait une petite section collège parce que moi je me suis toujours dit qu'il nous manquait aussi cette partie là collège. Donc il y aurait quelques élèves en collège aussi. D'accord. Et donc, potentiellement, une rentrée... Pas avant de 2 ans et demi, je pense. Voilà. De 3 ans, quoi. Ouais. Ben, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on voit. Il faut le temps pour toute chose, quoi. Voilà. Alors, néanmoins, ça a été hyper intéressant, du coup, d'intégrer cette idée d'école dès le début du projet d'écoquartier, parce que, assez rapidement, à la fois les habitants ici, mais aussi les futurs habitants, ont très bien intégré le fait que ça allait être quelques ruelles de plus au Plessis qui allaient être vivantes et non pas un lotissement où il y aurait donc des personnes qui viendraient à raison de 3 fois par an. Et donc c'est là où c'est aussi intéressant, c'est parce que assez rapidement il y a eu l'idée de se dire s'il y a des enfants, peut-être qu'il va falloir aussi une micro-crèche, et puis s'il y a une micro-crèche, peut-être qu'on se dit qu'on va aussi intégrer les anciens, nos seniors, pour faire en sorte qu'il y ait une mixité de population. Donc c'est là où l'école elle a été vraiment intéressante de la positionner au cœur du projet en fait. C'est ça. Et c'est là où on revient à l'effet de seuil de la vie sociale et économique d'un... Ouais. Et c'est vrai que la micro-crèche, elle était on a un projet de micro-crèche privée, toujours, très intéressé. Avec Christine, non ? Oui. Ouais. Elle m'en a parlé rapidement, donc Christine de Fabulo Crèche, qui a son projet qui arrive. Et elle donc, me disait c'est lié à l'école. S'il n'y a pas l'école, il n'y a pas la micro-crèche. Bien sûr. Il y a un lieu qui est réservé pour la micro-crèche. Idem pour les personnes âgées, on a proposé à un bailleur social de pouvoir réaliser des logements sociaux pour personnes âgées.
indépendantes. Et donc il y aurait 6 logements pour personnes âgées qui seraient implantés non loin de l'école. Enfin, si on parle de proximité, tout est proximité ici, mais il y a des jardins partagés, c'est vraiment une vision d'ensemble. Je leur avais demandé aussi aux bailleurs de savoir s'il était possible de faire des ateliers des logements pour artistes avec ateliers. Parce que Oui. Notre expérience, on s'est rendu compte que il y a beaucoup d'artistes qui ont très peu de moyens. Qui viennent de loin. Pour travailler ici. Et du coup, il est prévu dans le programme deux logements pour artistes. Alors ça a évolué du coup, parce qu'on avait aussi 2 parcelles qui étaient fléchées à travers de l'habitat participatif. D'accord. Donc, j'avais été présenter ça, moi, à un collectif à Saint-Malo, pour essayer de capter des gens qui seraient en recherche d'un lieu pour développer un projet. On a juste les parcelles et je ne souhaite pas que ce soit la municipalité qui organise ça. Alors c'était ma question, parce que ça fait partie tout de suite quand on parle d'habitat participatif. Et en fait, j'ai pas eu de retour. Alors moi, à l'inverse, j'ai des gens qui cherchent justement à savoir quels sont les projets parce qu'ils ont envie de monter des habitats. Donc, je vous mettrai en relation. Ouais. Mais oui, il y avait 2 parcelles et je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être un peu trop, parce que c'était 2 belles parcelles quand même. Au vu des retours, du coup on a réfléchi sur un autre projet qui est lié à une opportunité encore de financement notamment, qui tourne autour de l'habitat inclusif pour personnes âgées. Du coup on ferait peut-être un peu moins de logements pour personnes âgées indépendantes, mais par contre on ferait une structure, on le saura au mois d'octobre, on est très bien parti. On ferait une structure qui pourrait accueillir des personnes âgées avec un certain niveau de dépendance, mais qui ne serait pas médicalisée, avec des chambres privatives, on va dire, et des espaces communs. Cuisine, salon, salle à manger. Il y aurait une salle d'animation aussi, s'ils veulent jouer aux cartes tranquille, avec 2 appartements. Parce qu'on va créer de l'emploi, il y aurait 2 personnes, il y aurait 2 temps plein. C'est vrai qu'on oublie de le dire, mais quand même, ça va avec. Hein. Ça va avec une économie. Bien sûr. Du coup, il y aurait 2 temps plein, il y aurait un appartement pour une des salariés, puis un autre appartement pour la famille quand il y a des visites. Parce que les gens sont de plus en plus mobiles, et à un moment donné, quand on veut aller voir les personnes et passer du temps avec elles, c'est quand même toujours plus agréable de pouvoir avoir un logement à proposer. Donc là, il y avait un appel à projet départemental qui a été lancé. Et donc, voilà, on attend le retour au mois d'octobre. Mais voilà, c'est plutôt bien parti. Ok. Donc là, c'est pareil, on crée de l'emploi, on crée de la vie, on crée du service. Et les personnes âgées ont toute leur place dans notre société. Voilà. C'est dire que en fait, l'EHPAD, ça peut être un besoin à un moment donné, mais quand vous allez en EHPAD, il peut y avoir d'autres choses, quoi. Vous vous rendez compte que si vous avez un peu d'autonomie, vaut mieux retarder, quoi. Au plus loin, cette entrée en EHPAD. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de diversité pour les personnes qui arrivent en fin de vie. Il y a tellement de diversité de cas de ces personnes-là, mais il n'y a pas de diversité d'offres de vivre cette partie de la vie. Oui. C'est EHPAD ou voilà, enfin, il n'y a pas beaucoup de choix, quoi. C'est ça, en fait. Et puis, ça coûte très cher. Là, l'idée, c'est de pouvoir offrir un service clé en main qui sera forcément moins cher que l'EHPAD. Et on laisse les gens dans la vie sociale. Avec des enfants à côté, en fait c'est peut-être un peu idyllique, mais il faut qu'on essaye d'organiser ça. Si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y avait l'épicerie, bon on en a parlé, mais c'était aussi fondamental dans notre réflexion, et puis le restaurant-bar. Ça c'est quand même un village sans bar, c'est pas possible. Oui. Complexe là, et d'autant que ça fait partie d'une attente des habitants, puisque le village pendant très longtemps a été mis en mouvement par un bar-restaurant.
qui a fermé maintenant il y a 10 ans. D'accord. Et c'est une légende aujourd'hui, c'est mythique. C'est quoi qui attirait beaucoup de monde, en fait. C'était quoi le nom? Les Cavaliers. D'accord. Et c'est un restaurant ouvrier en fait, mais à bonne franquette, avec des grandes tablées conviviales, etc. Ouais. Quoi. Donc les gens y tenaient, les habitants notamment y tenaient. Et notamment dans un village comme celui-ci où il y avait énormément de commerce, hein. On allait dans les années 70 notamment, 60-70, là il y avait beaucoup de les bourgs étaient vivants, ouais. Donc du coup, ça va être un gros point à développer et Philippe a commencé déjà aussi à mettre des bases de fondation puisque avec l'ensemble de l'animation qui revient aussi au village, il y a aussi, comme je disais, des touristes qui viennent, une association du village qui s'appelle les Férus du Plessis qui milite pour que le village reste vivant. On m'en a parlé, il faut que tu rencontres les Férus du Plessis, si tu y vas. Qui a commencé à faire des festivités qui étaient beaucoup plus larges en termes d'accueil de public et notamment dès l'été dernier un marché musical. Et donc du coup, comme on accueillait les touristes, Philippe s'est dit aussi que ce serait bien de pouvoir avoir un espace qui valoriserait notre patrimoine naturel avec une zone humide qui demandait à être valorisée en bas du village. Et donc il y a un parcours de promenade qui a été créé dans cette zone humide. Et tout d'un coup, on s'est dit qu'en fait, ça pouvait être un super lieu pour créer un restaurant. Ouais, c'était une sacrée aventure, ça aussi, parce d'accord. Que, en fait, raconter comme ça, c'est... Il y a deux choses. Il y a deux choses. En fait, donc je vais revenir sur les Cavaliers. Ce qui était incroyable, c'était pas forcément sa cuisine, et encore que c'était une très bonne cuisine où on mangeait pas cher. Et puis, si vous finissiez pas votre assiette, vous aviez la grand-mère derrière qui vous tirait les oreilles. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans ce lieu-là, il y avait un brassage social, mais que j'ai jamais vu ailleurs. Vous aviez des gendarmes, vous aviez des politiques, vous aviez des commerciaux, des chefs d'entreprise, et puis vous aviez le petit grand-père, vous aviez tout le monde, toutes les classes sociales étaient là, à manger à la même table, quasiment. Ouais. Et ça m'a toujours étonné, épaté. Je me dis, il faut qu'on arrive à recréer ce lieu. Bon, il s'avère que le restaurant, on a essayé de l'acheter, mais c'était très très compliqué. L'accès au foncier est très compliqué parce que, bon, vous savez, c'est toujours pareil, quoi. On a l'impression toujours d'avoir un château et à un moment donné, faut se rendre à l'évidence. Et puis il y a cette opportunité par rapport à la zone humide, là. Comment ça nous est venu, en fait la commune faisait 8 hectares, 26 arts et 94 sentières, je le répète parce que c'est quand même particulier. Et bien, il faut savoir que vous aviez près un demi-hectare, ou un hectare peut-être, qui avait été complètement oublié. Mais oublié à tel point que parce que la zone humide, c'était pas bien une zone humide. Ouais. Quand on n'arrivait pas à maîtriser la nature, c'était quelque chose d'indomptable. Ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien, non seulement ça, mais en plus il y avait une vision. Vous voyez la vision des marais, la vision où c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est pas bon pour l'homme, c'est pas bon. Nauséabond. C'est mauvais. Ouais. C'est mauvais. Donc progressivement, je pense que c'est arrivé comme ça. Les gens se sont désintéressés inconsciemment, au point qu'ils l'ont oublié. Et moi, au bout de 10 ans, ça faisait 10 ans que j'habitais là et j'ai découvert cet espace. C'est incroyable. Au bout de 10 ans ? Oui, parce que je me promenais jamais par là-bas. Moi. Et puis j'étais bien. C'était des ronciers pas mal aussi. Ah ouais, mais vraiment. Il y avait 2 mètres de ronces. Et on s'est dit, vraiment inintéressant, oublié complètement, quoi. Il y a quelque chose à faire là, je me suis dit. Et puis bon, faut dire que aussi j'étais dans la partie, puisque à la communauté de communes, je m'occupais des programmes de réhabilitation des cours d'eau et des zones. Donc en fait voilà. Du coup on a monté ce projet, puis on en a fait un beau fond de vallée avec un cheminement à pied sec. Qui est un espace d'expo maintenant. D'accord. Voilà. Et avec qui est PMR en plus, pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est intéressant. Ce côté reconnexion à la nature, se dire c'est génial là où on habite, quoi. La nature, les arbres, même les zones humides, le ruisseau, quand on part se balader tout seul, voilà quoi, on est zen.
Et puis il y a eu cette opportunité, c'est nous qui avons créé l'opportunité. Comme on ne pouvait pas accéder au foncier de l'ancien restaurant, en tout cas au prix où vous avez abandonné les cavaliers. On a abandonné les cavaliers et un jour on m'a fait cette proposition d'idée en disant mais c'est pas là que tu dois faire ton restaurant, c'est là-bas, en bas, au pied de la vallée. Puis là c'est devenu comme une évidence. Mais bien sûr. C'est devenu comme une évidence, donc j'ai approché le propriétaire, ça n'a pas été simple du tout. On est tombé sur un terrain d'accord. Et il y a un hangar de charpentier. Ah d'accord. Ouais, il y a une activité artisanale. Il y a déjà, ah ouais. Donc on a acheté. Ah oui. Et on est en train de travailler pour relocaliser l'artisan dans la zone artisanale à Ploubalay. D'accord. Pour libérer les lieux et construire le projet. Alors il faut savoir qu'on a un porteur de projet qui nous suit déjà depuis... Ah oui, vous avez déjà on a la personne, oui. La restauratrice, tout est calé. Enfin, tout est calé. Je ne vais pas dire tout est calé. Mais enfin, vous savez où vous allez, avec qui vous allez. Pour l'instant, si ça n'évolue pas, après, elle va travailler son prévisionnel. Il faut que ça rentre. Parce que l'idée, en fait, de toute façon, il y aura toujours des solutions. Mais l'idée, c'est que moi, je ne voulais pas offrir un projet clé en main à un restaurateur. Je voulais que le restaurateur soit investi. Que ce soit son projet. Que ce soit son projet. Du coup, ça veut dire investir. C'est hyper important, bien sûr. Et il est prévu que cette personne investisse tout l'aménagement intérieur. Donc nous, on va faire le bâtiment. Et elle va mettre ses deniers personnels pour installer la cuisine, la décoration, le mobilier, tout ça. Oui, à la carcasse, et elle va en faire après elle. Voilà. Donc on en est là. Alors on a école, maraîcher, boulanger, bar, restaurant, la vallée pour se promener, les ateliers d'artistes. Qu'est-ce qui nous manque après ? Il nous manque ce qui aurait dû vous permettre de venir ici, c'est-à-dire des liaisons douces. Ouais. Voilà. Je suis bien d'accord, même si c'était très agréable, la piste cyclable, enfin en tout cas la liaison douce, ouais. Il y a un travail à faire. Alors le travail est déjà fait. C'est qu'on ne s'est pas arrêté là quand même. Maintenant je m'étonne de rien, plaisir ils sont. En fait, comme je suis bien investi à la communauté de communes aussi, on a travaillé sur un schéma directeur de liaison douce. Et en fait, c'est pas ça en fait. C'est quand on a créé la commune nouvelle, on s'est dit pour relier les trois bourgs, pour en faire un territoire nouveau, il est important que on ait des liaisons qui soient concrètes, symboliques mais concrètes, qui puissent symboliser cette relation. Et on est parti sur au départ les chemins de randonnée, puis très vite on est allé sur les liaisons douces. Donc là on a un programme qui est déjà en route. On a fait une étude de faisabilité. Donc la liaison Ploubalay-Trégon, elle va être prise en charge par la communauté de communes parce qu'elle fait partie du schéma directeur. D'accord. Restait Ploubalay, Plessis-Balisson, Plessis-Balisson-Trégon. Ok. Très compliqué parce qu'en fait on a de part et d'autre, on va dire 5 km un peu plus de 5 km de distance. Donc vous imaginez 5 km de liaison douce, c'est pas simple. Non, et puis comme disait mon hôte de liaison douce justement de l'association, il faut que ce soit continu, sinon il ne faut pas de discontinuité, de rupture, sinon ça perd tout son sens. Donc on a fait un diagnostic, on a cherché, et en fait on a retrouvé des anciens chemins creux qui étaient du territoire communal, qui s'est retrouvé prise de possession par les agriculteurs, comme ça naturellement, c'est pas utilisé. Donc on a commencé à discuter, alors ça concerne surtout un agriculteur. Donc on va être amené très rapidement à faire la liaison Ploubalay-Plessis-Balisson. Donc on pourrait quasiment traverser, je dis quasiment parce qu'on va traverser la route à un moment donné, mais quasiment traverser, faire un chemin à travers champs. D'accord.
avec toutes les précautions d'usage liées à l'imperméabilisation. Donc ce seront plutôt des chemins qui seront ensablés. On va voir, mais Oui. il y a toute une étude à mener encore.